Entouré par la mer et ponctué de volcans, Kyushu jouit d'un climat doux et agréable. Rencontre avec le Japon paisible tel qu'il existait autrefois. Dans ce pays de légende, passé et présent cohabitent. Kyushu est la plus méridionale des 4 principales îles qui forment le Japon. Les visiteurs étrangers et les guides touristiques y sont rares. Nous sommes attendus à l'aéroport de Kagoshima par les 3 mascottes de la Coupe du monde de football. Rencontre avec un homme qui connaît la région comme sa poche. Le docteur Hashiguchi sillonne l'île avec sa clinique vétérinaire ambulante. Le docteur est convaincu que le chaton se réjouit du traitement qu'il attend. Pourtant, celui-ci ne semble guère rassuré. Il va prendre un bain de sable avec ses frères et sœurs, une spécialité de Kyushu. Le docteur Hashiguchi, vétérinaire et chauffeur d'une clinique ambulante, est persuadé que les bains de sable chaud apaisent les animaux domestiques stressés. Ce traitement sert à soigner les maux de dos, le stress, la nervosité et les névroses chez les chiens et les chats. Selon le docteur, les animaux adorent ça, même s'ils ne le montrent pas. Au volant de sa clinique ambulante, le docteur Hashiguchi sillonne le sud de Satsuma, à l'extrémité méridionale de Kyushu. C'est la région des mandarines, les dénommées Satsuma. Le docteur a renoncé à un bon poste à Tokyo pour parcourir cette région merveilleuse. L'île de Kyushu invite à renoncer au stress de la vie moderne. La plus belle région de l'île se trouve ici, à l'extrémité sud de l'île. Les alentours de Kagoshima sont paisibles et les paysages magnifiques. L'hiver, le climat est doux, les gens chaleureux. C'est une région idéale à tout point de vue. Le docteur vient de recevoir un appel d'urgence pour soigner une patte de chien foulée. Mystérieusement enveloppé dans le brouillard, nous découvrons la silhouette du plus célèbre sommet du Japon, le Fujiyama. Et non, cette montagne située à l'extrémité sud de l'île est le mont Kaimon. Culminant à 920 mètres d'altitude, c'est le petit frère du Fujiyama. Le mont Kaimon domine fièrement un pays qui ressemble à un jardin. À Satsuma, il y a toujours des espèces en fleurs. Au printemps, on peut admirer des camélias, des azalées et des hortensias, et en automne, des hibiscus de toutes les couleurs, des verveines et des bougainvilliers. Le parc floral de Kagoshima recèle une multitude de variétés de fleurs qui embaument l'air de leur parfum enivrant. On ne peut pas en dire autant de ce lieu. À 7 h du matin, les poissons sont vendus aux enchères sur ce petit marché situé au pied du volcan. Dorades, poissons volants, bonites, brochets de mer, sèches, requins et espadons. Aujourd'hui, la pêche a été bonne.
visiteurs sont accueillis comme des amis. Nous sommes les premiers étrangers ici, ce qui nous vaut l'honneur d'être invités à partager le petit déjeuner. Au menu, des sashimi, du poisson cru fraîchement pêché. Maruyama nous emmène derrière la halle du marché, dans la zone de repos des pêcheurs, où les jumeaux Nakamura préparent des filets de poisson pour le repas. Ce sont des gens extrêmement aimables. Assaisonné de sauce de soja et d'une pointe de raifort, le poisson cru est un véritable délice. Au menu, du poisson de mai, de la sèche et des langoustes. Selon les frères Nakamura, la sèche doit être consommée encore frétillante. Le poisson est servi avec de la bière dès 7 h du matin. À ceux qui refusent la bière, les pêcheurs proposent du whisky. La péninsule de Satsuma est aux antipodes de l'image que l'on se fait du Japon. Ici, pas de stress. La vie se déroule paisiblement, comme si le temps s'était arrêté. Dans les rizières, les paysans effectuent les mêmes gestes que leurs ancêtres il y a plus d'un siècle. Les ballots sèchent pendant une semaine à l'air libre. Ensuite, le riz est décortiqué. Hormis la pêche et la culture du riz, Satsuma est réputé pour son thé vert que les Japonais boivent en toute occasion. Les ventilateurs installés dans les champs ont pour fonction de repousser le brouillard au-dessus des récoltes. Car s'il venait à geler pendant les matins d'hiver, les jeunes pousses de thé n'y survivraient pas. Le meilleur moyen de savourer le thé est de boire ce noble breuvage en contemplant quelque chose de beau, un jardin japonais par exemple. À Shiran, il existe une rue entière bordée de maisons et de jardins de samouraïs. Un lieu qui attire des milliers de visiteurs, même lorsqu'il pleut. L'idéal serait de s'asseoir sous la véranda, une coupe de thé à la main. Mais les tours opérateurs japonais n'en laissent guère le loisir. La visite des jardins se fait au pas de course, assortie d'une brève explication. L'après-midi, une fois les hordes de visiteurs partis, on peut enfin profiter des jardins désertés et entendre le murmure des pierres et des plantes qui communiquent en parfaite harmonie avec le paysage alentour. Après avoir visité l'ancienne ville impériale de Kyoto, les guerriers samouraïs de Satsuma se prirent de passion pour le jardinage. Délaissant pour quelque temps le sabre, ils se mirent à jouer du sécateur. Leur jardin existe encore aujourd'hui. Aux antipodes de la contemplation silencieuse, une activité très physique, le football. Kyushu abrite l'un des stades de la Coupe du monde de football et de nombreux sites d'entraînement. C'est ici que l'équipe allemande de foot viendra s'entraîner pour les prochains Jeux. Sur la côte ouest de Kyushu, près de la plus grande plage couverte du monde, les Japonais ont édifié un véritable temple de la société des loisirs. Ce géant du divertissement s'appelle Sigaya. Pendant leurs loisirs, les joueurs de l'équipe allemande de football pourront se prélasser au bord du bassin ou patauger dans une immense piscine à vagues au son de musique caraïbe entrecoupée de rythmes de samba. Les Français, tenants actuels du titre, profiteront certainement de leur séjour à Kyushu.
Ils ont réservé cet immense hôtel rose au bord de la mer près d'Ibuzuki. L'hôtel compte plus de 700 lits, un musée d'art, une lagune artificielle et une plage de rêve. Depuis le toit, nous apercevons le bus du docteur Hashiguchi. Aujourd'hui, il consulte à Ibuzuki. C'est ici que lui est venue l'idée de soigner les névroses des animaux domestiques. Selon lui, ce qui fait du bien aux hommes ne peut pas faire de mal aux animaux. Une thèse qui se tient, même si elle n'a pas été prouvée scientifiquement. En tant que vétérinaire, il sait ce qu'il fait. C'est du moins ce que doit penser Fifi. Nous avons rendez-vous avec le docteur Hashiguchi sur la plage du complexe hôtelier où il s'apprête à prendre un bain de sable. Il a l'air d'aimer cela. Sur la plage, des fumerolles surgissent des profondeurs de la terre. À quelques mètres sous terre, la température avoisine les 80 degrés. Mais en surface, elle ne dépasse pas les 40 degrés. Mauvaise nouvelle pour les animaux névrosés, le docteur Hashiguchi apprécie son bain de sable chaud. D'après lui, après 20 minutes d'immersion, on se sent comme un nouveau-né. Ce traitement soigne les rhumatismes, les douleurs articulaires, les tensions, ainsi que toutes sortes de blessures pouvant survenir sur un terrain de football. L'équipe française ne manquera pas de profiter des bains de sable. L'art du jardin japonais est mondialement connu, mais aucun jardin ne saurait rivaliser en finesse avec ce parc de Kumamoto. Suizenji est un modèle du genre. Le suzerain local, un homme de goût et de moyens, créa ce parc en 1636. Les jardiniers y ont reproduit des paysages réels comme le mont Kaimon. Et non, cette fois-ci, il s'agit véritablement du Fujiyama. C'est ici que le seigneur féodal savourait paisiblement son thé avant d'envoyer ses troupes à la guerre. Les guerriers avaient certainement des mines plus redoutables que les étudiants postés devant le château de Kumamoto. Voici l'une des plus célèbres forteresses du Japon. En 1877, un incendie anéantit quasiment l'édifice. Ces murailles constituent, aujourd'hui encore, le plus impressionnant vestige du château de Kumamoto. À côté de ces murailles vertigineuses, les hommes ressemblent à des nains. Même les redoutables ninjas, les tueurs silencieux, n'ont jamais réussi à franchir cette enceinte de 9 km de périmètre. Dans les années 60, le bâtiment principal de la forteresse a été reconstruit avec un musée. Du haut de la forteresse, on jouit d'une vue superbe sur la ville de Kumamoto. Kumamoto est une ville de province typique. Vue de loin, elle ne se distinguerait en rien des autres villes s'il n'y avait, à l'horizon, l'ombre menaçante d'une bombe à retardement, le mont Azo. Depuis la nuit des temps, Kumamoto est surnommé le pays du feu. Le mont Azo est son foyer. Avec ses 1500 mètres d'altitude, de loin, il n'a rien de spectaculaire. Mais il suffit de jeter un regard dans les profondeurs du volcan pour en garder un souvenir inoubliable. Ce cratère, l'un des plus grands du monde, est à la fois calme et imprévisible. De temps à autre, il se réveille. La dernière grande éruption remonte aux années 70.
Pour le professeur Sudo, un volcanologue qui guette le moindre soupir du volcan, le mont Aso est le nombril de Kyushu. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, lorsqu'il y a du soleil et que le lac du cratère semble paisible, il est difficile d'imaginer les dégâts que peut occasionner le volcan. Et pourtant, il peut se réveiller d'un moment à l'autre. Les volcanologues sont incapables de prévoir sa prochaine éruption. Ces abris ont été construits pour s'abriter d'éventuelles chutes de pierre. Mais ils ne constituent aucune protection contre les gaz toxiques libérés par une éruption volcanique. D'une beauté menaçante, c'est le seul volcan en activité du monde que l'on peut approcher d'aussi près. Une route conduit sous le sommet. Reste ensuite à parcourir une centaine de mètres à pied pour atteindre le cratère. Mais le mont Aso n'est pas seulement à l'origine de destruction et d'incendies. Il a également sculpté de magnifiques paysages. Takashio a été créé à la suite d'une violente éruption du mont Aso il y a 50 000 ans. Ce lieu enchanteur est situé au cœur des montagnes. Selon la légende, la déesse du soleil se serait cachée ici, dans une grotte, pendant que son goujat de frère mettait la terre sans dessus-dessous. Dans la gorge de Takashio, on se croirait au royaume des dieux. En effet, ceux-ci semblent avoir élu domicile derrière chaque pierre. Mais chaque soir, ils reviennent à la vie au sommet de la montagne. Tous les jours, à 8 h du soir, un spectacle de danse traditionnelle se déroule dans une annexe de l'ancien sanctuaire situé au milieu d'imposants cèdres. Ici, ni jeu de lumière, ni artifice. Ce théâtre rural, constitué d'agriculteurs et d'artisans de la région, propose un spectacle qui se distingue par sa sobriété. Près de la scène, les artistes revêtent avec précaution leurs costumes. Kimono blanc et chapeau noir pour les musiciens, sans oublier l'accessoire principal, des masques qu'ils manipulent avec révérence, car ils s'apprêtent à présenter la danse des masques. Le kagura est une danse sacrée, profondément ancrée dans la religion japonaise, le Shinto. C'est une prière dansée, un appel aux divinités. Les scènes représentées sont issues de la mythologie. Même si les gestes et la musique sont difficilement accessibles aux profanes, ce spectacle qui évoque les traditions ancestrales du Japon mérite pourtant d'être vu au moins une fois. Cette danse raconte comment le plus vigoureux des dieux, reconnaissable à son masque rouge, réussit à déplacer les blocs de pierre qui obstruaient la grotte, permettant ainsi à la déesse du soleil de se montrer au grand jour et de célébrer le retour de la lumière sur Terre. Les participants ont un objectif commun, perpétuer cette danse ancestrale. C'est pourquoi Takashio compte 16 groupes de danseurs et de musiciens qui se relaient en permanence pour assurer le spectacle chaque soir. Une fois par an, la danse dure toute la nuit.
Aujourd'hui, c'est un paysan, Monsieur Kai, qui a incarné le puissant dieu au masque rouge. À sa mine défaite, on mesure combien il est épuisant de déplacer des blocs de pierre sur une scène. Nous l'avons suivi dans ses activités quotidiennes quand il ne danse pas devant un public. Aujourd'hui, il est occupé à récolter le riz cultivé en terrasse aux alentours de Takashio. Sa femme et sa belle-fille l'aident. La danse me permet de rendre grâce aux dieux. Mon père est mort quand j'étais petit. Enfant déjà, le kagura m'apportait la consolation et aussi le sens de la discipline que mon père n'a pas pu m'inculquer. De nos jours, cet art ancestral n'est plus très populaire auprès des jeunes et la troupe du paysan Kai est soucieuse de l'avenir du kagura. Dans les montagnes, à l'endroit où se serait cachée la déesse du soleil, règne un silence quasiment mystique. Derrière chaque méandre du chemin, on découvre des paysages magnifiques, dignes d'un tableau. Pourtant, en Occident, le Japon n'est guère réputé pour sa nature sauvage. Mais il suffit d'une excursion dans les montagnes pour réviser ses préjugés. Comment les Japonais passent-ils leurs vacances? Ils chantent, ils mangent et ils boivent. Des vacances sans karaoké ni festin arrosé seraient impensables dans ce pays. Pour la plupart des Japonais, le concept de vacances actives se limite à une glissade sur un toboggan et à barboter dans une piscine à vagues. En matière de sport, les Japonais pratiquent le baseball en salle ou le bowling. Quant aux vacances, elles se résument le plus souvent à de petites excursions en groupe effectuées le week-end dans une station thermale. La plus connue d'entre elles est Beppu, un nom quasiment magique pour les Japonais. Chaque année, ils sont plus de 12 millions à venir se reposer ici. Cette station thermale est située près d'Oita, qui abrite l'un des stades de la Coupe du Monde de football. Une fois ici, un crochet par Beppu et l'hôtel Suginoi, un géant du loisir situé à la périphérie de la ville, s'impose. Avec ses 550 chambres, il est facile de s'égarer dans ce labyrinthe. Les bains chauds valent à eux seuls le voyage. De la taille d'un hangar d'avion, ils abritent un mélange de verdure et de kitsch et peuvent accueillir 1200 personnes. En vacances, les Japonais aiment se baigner mais pas nager. C'est pourquoi les bassins sont peu profonds. Il ne s'agit pas de barboter, mais de se détendre dans une eau chauffée à 42 degrés. Ensuite, les clients se promènent revêtus d'un yukata, un léger kimono, mis à disposition dans chaque chambre pour acheter des meibutsu, des spécialités locales. Le plus souvent, il s'agit de confiseries, de biscuits ou encore d'épices propres à chaque ville ou à chaque région et préparées selon la recette locale. Les Japonais aiment intégrer ces spécialités à leur cuisine ou les servir à l'heure du thé. C'est une coutume incontournable. Quand on va à Kyushu, il faut rapporter un paquet de crabes séchés. Depuis les gâteaux fourrés à la pâte de haricots rouges aux poissons congelés, l'offre est très variée. Le soir, l'hôtel Suginoi propose un buffet-restaurant avec des projections de films en 3D pour les enfants.
Après le dîner, au paradis ludique de l'hôtel, on peut s'essayer à de nombreux jeux nécessitant une bonne dose de concentration. Pour les gens sensibles au bruit, c'est un véritable enfer. Les ingénieurs vidéo font preuve d'une imagination sans limite, car les Japonais sont exigeants en matière de jeux, même les plus petits. Il n'y a pas d'âge pour combattre les zombies. Même si cela prête à sourire, c'est ainsi que les Japonais se défoulent. Beppu est réputée pour ses sources thermales chaudes. La ville est située à proximité d'un volcan qui chauffe près de 3000 sources dans la ville. L'énergie volcanique produit également du courant, ce qui permet à ce vendeur ambulant de faire cuire ses épis de maïs et ses œufs. Bienvenue. Voici mes produits. Les Japonais ont surnommé ces mares des jigoku, ce qui signifie enfer. 8 de ces enfers ont été aménagés pour le public et chacun est doté d'une caractéristique. À l'enfer de l'océan, ainsi nommé en raison de sa couleur bleu Caraïbe, on peut déguster des œufs durs de 6 minutes. Il y a également l'enfer de la montagne, l'enfer de l'étang blanc, l'enfer de la montagne du diable et l'enfer du dragon doré. Baignés de vapeur, ils offrent un aperçu des forces à l'œuvre dans les entrailles de la Terre. Ce sont les seules sources chaudes du Japon où il est impossible de se baigner car leur température avoisine les 98 degrés. Un panneau précise d'ailleurs de façon claire et nette « Ceux qui tombent dedans seront cuits ». De l'enfer au paradis, à l'intérieur des terres, Yufuin. La petite sœur de Beppu est une ville pittoresque et accueillante. Un exemple, les bains publics, pour ceux que les allées et venues des passants ne dérangent pas. Les rues commerçantes sont bordées de boutiques qui vendent de la porcelaine et des animaux en peluche. Ici, on trouve des magasins spécialisés dans les nounours, les chats, les chouettes et aussi les chiens. Les Japonais raffolent des animaux en peluche. Les visiteurs peuvent se promener dans les ruelles bordées de maisons anciennes et faire un crochet par la boutique qui vend la spécialité locale, le meibutsu de Yufuin, des légumes macérés dans du vinaigre. Les restaurants le long du fleuve sont pittoresques. Ici, même les embouteillages ont leur charme, car personne ne s'énerve ou ne klaxonne lorsque les voitures sont immobilisées. Le fin du fin à Yufuin est ce ryokan qui s'appelle Tamanoyu. C'est l'un des meilleurs hôtels du Japon. Bien plus que de simples hôtels, les ryokans sont de véritables auberges où le client est roi. Pour certains Européens, le luxe de cet hôtel, qu'ils jugeront un peu trop sobre, n'est pas flagrant. Mais le raffinement japonais réside dans la sobriété.
Tous les ryokans ne sont pas aussi confortables que le Tamanoyu qui compte seulement 18 chambres. Les appartements comportent divers espaces pour habiter et pour manger, ainsi que 2 lits à l'occidental, le tout tapissé de tatami. C'est un luxe au Japon, mais un luxe qui a son prix. Une nuit pour 2 personnes avec 2 repas coûte 500 €. Chaque chambre est équipée d'une baignoire en bois individuelle. Ceux qui préfèrent se baigner en compagnie utilisent la salle de bain commune, constituée d'un bain couvert et d'un bain découvert. Une règle d'or au Japon, ne jamais se savonner dans la baignoire. On se douche assis avant de prendre son bain. Après le bain, place au meilleur moment dans un ryokan, le repas. Ici, on ne vous sert pas des portions, mais des compositions. Les couleurs et les formes, les parfums et les saveurs des aliments ont été soigneusement harmonisés entre eux et en fonction des saisons, nous explique le cuisinier en chef, M. Yamamoto. Je m'efforce de proposer une cuisine japonaise authentique. Ce ne sont pas des mets classiques, mais plutôt des plats auxquels nos clients ont pu goûter lors d'occasions spéciales, chez leurs parents ou leurs grands-parents. Je veux leur offrir un repas qui n'existe que dans leur imaginaire et dans leurs souvenirs, mais plus au quotidien. Une fois par an, rencontre à Yufuin avec des Japonais au comportement pour le moins étrange. Lorsque les hurlements résonnent le long des versants montagneux, les initiés savent que c'est le jour du barbecue et du concours annuel de hurlements. À cette occasion, on prépare de la viande de bœuf grillée, servie avec des légumes et de la soupe. Une fois tout le monde contenté, le concours de hurlements peut commencer. Chacun crie ce qu'il veut, l'essentiel c'est que la voix porte. Selon les organisateurs, c'est un remède parfait pour combattre le stress. Une autre façon de se défouler en somme. Ce jeune homme, comme tant d'autres représentants de la gente masculine, se plaint de son manque de succès auprès des filles, alors qu'il est un super mec. Malheureusement, ce n'était pas assez fort, car les ingénieurs du son ont consciencieusement enregistré les décibels produits. Cette femme, accompagnée de sa fille, crie pour avoir un fils. Celui-ci voulait une fille, mais sa femme a eu un garçon. Celle-ci se contente de crier « Écoutez-moi ». Après avoir bien crié et défoulé son stress, il est temps de se plonger dans la baignoire. Autrefois, les Occidentaux n'étaient pas les bienvenus au Japon et le shogun décida de fermer les frontières du pays. Une exception toutefois à cette règle, la ville de Nagasaki, située à l'extrémité de l'Empire du Soleil Levant. Les Hollandais furent les premiers à pouvoir y faire du commerce et à y édifier leurs jolies maisons. Certaines sont encore conservées. Pourtant, à Nagasaki, les constructions anciennes sont rares. Le 9 août 1945, les Américains lancèrent leur deuxième bombe atomique sur la ville. Le musée de Nagasaki rappelle l'horreur de ce jour et rend hommage aux victimes.
Émergée de ses ruines irradiées, Nagasaki, aujourd'hui l'une des plus belles villes du Japon, a connu une renaissance miraculeuse. Pour se rendre à Nagasaki depuis Yufuin, il faut traverser Kyushu d'est en ouest. Un voyage de 3 heures en voiture qui vaut le détour, car Nagasaki est réputé pour son Matsuri, l'une des plus grandes fêtes annuelles du Japon. Il s'agit du Kunchi, célébré chaque année au mois d'octobre, et cela depuis 1634. Les Matsuri sont des fêtes populaires destinées à honorer les dieux et à éprouver la force des participants. Un exemple, la danse avec le kasaboko, un dais orné de pièces de monnaie. Le porteur brandit l'étendard de son district. Un seul homme, dissimulé sous le dais, porte un poids de près de 50 kg sur les épaules en dansant. Il est encouragé par les flûtes, les tambours et le public qui applaudit à chaque rotation réussie. Les spectateurs en redemandent jusqu'à épuisement des participants. Ils se sont entraînés pendant des mois pour se préparer à ce grand jour et malgré leur charge, ils sont soulagés que tout se soit bien passé, car ils portent littéralement la réputation et l'honneur de leur commune sur leurs épaules. Selon les porteurs, la plus grande difficulté réside dans les brusques changements de direction, car le maintien de l'équilibre nécessite beaucoup de force. Lorsque la cloche se met à sonner, c'est signe que le dais va se renverser. Selon M. Wakazugi, l'âge idéal pour danser le kasaboko est 43 ans. Avant, on ne maîtrise pas encore la technique et après, on n'a plus suffisamment de force. Une autre coutume, le pousser de bateau, est déconseillé aux âmes sensibles. À bord, des enfants tambourinent courageusement pendant que les hommes leur font traverser la place, menaçant de les faire chavirer à chaque pas. Les Matsuri sont généralement très agités. Un autre spectacle, plus paisible, allie les cultures sur fond de Japon traditionnel. C'est la rencontre entre des clowns hollandais et des geishas de Nagasaki. Une ballade qui évoque le bonheur, la séparation et les chagrins d'amour. Le point fort du Kunchi est la danse du dragon. Après les Hollandais, les Chinois s'établirent au Japon pour faire du commerce. Leur influence culturelle est toujours perceptible. Après de nombreux rappels, les hommes au dragon quittent la scène. Mais ils ne sont pas encore arrivés au bout de leur peine. Après le spectacle, les acteurs de Matsuri font le tour des boutiques. Car les commerçants ont participé au financement du Kunchi. Pour les remercier, le dragon visite chaque boutique et parcourt en dansant toutes les ruelles de la ville. Le passage du dragon est un gage de chance, de fortune et de santé. Constituée de danseurs et de bateaux, la procession des kasaboko sillonne pendant des heures la Seine avant de descendre le long escalier qui conduit à la ville. Une ville en état d'urgence pendant 3 jours. Lorsque les Japonais célèbrent le Matsuri, il n'y a pas de demi-mesure. Après tout, c'est une fête célébrée en l'honneur des dieux et ils sont particulièrement présents à Kyushu.